Bonne Samba la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Ici, on prône pour une nouvelle pensée éducative en Afrique. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette courte pause liée à ma soutenance de mémoire de pré-thèse. Soutenance qui s'est très bien passée, je dirais d'ailleurs avec succès, puisque je suis en phase d'obtenir mon diplôme de Master 2 en camitologie. Et ce diplôme me permettra d'entrer dans le cursus du doctorat pour, au bout de 3 ans, obtenir un doctorat en camitologie. Et donc, je vous remercie tous d'être restés fidèles. Me voilà de retour. Je remercie tous ceux qui ont continué à m'apporter leur aide financière à travers le lien GoFund qui est toujours actif pour ceux qui souhaitent, encore une fois, me soutenir financièrement. Je remercie particulièrement Benio et Malaki Barthélémy. Merci pour vos dons. Nous sommes pour le calendrier grégorien au mois de janvier de la nouvelle année 2025 et pour le calendrier Kamit, selon si on se place au 3 août comme date du début du calendrier, ben nous sommes au deuxième mois de la saison Perrette. Donc nous sommes à mi-année et c'est le mois Panem Makeru de l'an 6261. Et aujourd'hui, je vous propose un sujet. Ce sujet est lié en fait ou est en réponse à une affirmation troublante récemment émise par une prophétesse qui demande à ses fidèles femmes de ne plus porter des tresses africaines, les assimilant au serpent. Le serpent qui est vu comme symbole du mal absolu dans la Bible. Et donc, cette prophétesse demande à ses fidèles de se couvrir systématiquement la tête pour, selon elle, refléter une certaine véritable beauté naturelle. Et donc, cette vidéo va être un petit recadrage nécessaire pour démystifier de telles idées en replaçant nos pratiques capillaires dans leur contexte culturel, historique et spirituel. Mais avant tout ça, générique. Cette présentation est titrée L'aliénation culturelle et spirituelle, un défi pour les femmes noires. L'aliénation culturelle et spirituelle, un défi pour les femmes noires. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, cette présentation est en réponse à une prophétesse africaine qui a récemment exhorté les femmes de sa congrégation à abandonner les tresses traditionnelles africaines, car selon elle, ces tresses seraient assimilées à des serpents, évoquant à la fois le symbole du mal dans la Bible et l'image mythologique de Méduse, la figure grecque représentée avec des serpents sur la tête, perçue comme symbole maléfique. Elle leur a également demandé de couvrir systématiquement leurs cheveux avec un foulard et de s'habiller exclusivement en longue robe, affirmant que ces pratiques sont en accord avec une forme de spiritualité prétendument pure, pour atteindre, selon elle, une certaine beauté naturelle. Ces propos, en apparence spirituels, traduisent une profonde méconnaissance des traditions africaines et une forme d'aliénation culturelle et spirituelle où les symboles et pratiques profondément ancrés dans l'identité africaine sont rejetés ou diabolisés au profit des normes imposées par des systèmes exogènes. Cette position soulève une problématique essentielle. Donc, comment est-ce que les pratiques capillaires traditionnelles, souvent influencées par des interprétations étrangères déformées, contribuent-ils à renforcer l'aliénation culturelle et spirituelle chez la femme noire? De plus, pourquoi de telles pratiques profondément ancrées dans l'histoire et la spiritualité africaine sont-elles si facilement rejetées au profit d'un regard colonial ou impérial? Ces positions méritent donc une analyse approfondie car elles illustrent comment des interprétations décontextualisées des textes religieux peuvent alimenter le rejet de soi.
La captivité spirituelle est un alignement involontaire aux normes impérialistes ou oppressives. Et donc, vous voyez bien sur les images que je vous ai projetées, donc c'est le profil de la prophétesse en question. Les images m'ont été envoyées par une amie, bien sûr, et donc vous voyez bien comment d'elle-même, elle dit que sur la première photo, les mèches ressemblent à des serpents. Ce sont des mèches serpents. Et sur la deuxième photo, elle va comparer un type de tresse elle met le mille pattes à côté, donc le mille pattes qui est un animal rampant, comme le serpent. Et donc elle dit à ses fidèles, jugez par vous-même. Et donc, pour répondre aux enjeux que j'ai énumérés plus haut, cette présentation va s'articuler autour de quatre grands axes. Donc, comprendre le premier axe, ça va être de comprendre la symbolique du serpent dans les cultures africaines et la fonction des tresses africaines. Le second axe, c'est de comprendre les origines de l'aliénation culturelle et spirituelle en explorant ses racines historiques, religieuses et psychologiques. Le troisième axe va décrypter l'impact de ces discours sur l'identité et la dignité de la femme noire en mettant en lumière leurs conséquences sur l'estime de soi et la perception de leur culture. Et le dernier axe, ça va être de réhabiliter la valeur culturelle et spirituelle des traditions africaines en démontrant leur importance dans la construction identitaire et l'émancipation spirituelle. Ainsi donc, avant de commencer cette présentation, je souhaite dire, si jamais cette vidéo atteint la sœur qui est prophétesse, je veux vous dire, prophétesse, que vous êtes une sœur. Et donc, vraiment, prenez cette présentation comme étant un petit recadrage, en fait, pour remettre les choses dans leur contexte. Ce n'est pas une attaque. C'est en aucun cas une attaque. Et donc, c'est vraiment pour remettre les choses dans leur contexte, parce qu'il y a une méconnaissance notoire de notre culture ou de nos traditions. Donc, voilà. Et donc, je vais commencer en rappelant les fondements essentiels de la pensée africaine, qui dit que tout ce qui existe dans la création est une émanation du divin suprême et porte en soi une parcelle de sa lumière. Ça veut dire que même le serpent, qu'on assimile au mal absolu ou qu'on diabolise, est d'émanation divine. La fourmi qui marche à petits pas est d'émanation divine. Le mille-pattes, l'olion, la termite, tous les animaux, toutes les pierres, tout qui est dans cette création est d'émanation divine dans la pensée africaine. Et donc, puisque tout ce qui existe contient une parcelle ou une étincelle divine, eh bien, cette étincelle divine-là contient dans son essence deux principes, positif ou négatif, bien ou mal, plus ou moins, pile ou face, envers ou revers. Et donc, chaque élément a ces deux principes-là en lui. C'est comme vous, prophétesse, vous avez ces deux principes-là. Vous avez la capacité de faire du bien. Quand vous avez la capacité de faire du mal, c'est en vous, c'est inscrit en vous. Et c'est inscrit dans chaque élément de la création. Et donc, du coup, même le serpent a un côté positif et un côté négatif. Et donc, il n'y a pas de mal absolu dans la pensée africaine. Il n'y a pas non plus de bien absolu dans la pensée africaine. Mais c'est la compréhension et la gestion de ce dualisme des forces que réside le véritable enjeu, qui est de faire triompher le bien pour atteindre l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Cette quête d'harmonie n'est pas seulement un idéal, mais un cheminement spirituel qui structure la vie et les valeurs africaines. Donc, en toute chose, dans la pensée africaine, il y a les deux principes. Et l'objectif, vraiment, l'enjeu, c'est de faire triompher le bien qui est en nous pour permettre l'équilibre des choses, pour permettre l'harmonie des choses. Parce que toute chose dans cette création contient encore une fois une étincelle divine. Et il faut faire triompher le bien, la lumière ou cette étincelle-là qu'il y a en nous. C'est en là que réside le grand enjeu pour permettre l'harmonie dans notre sphère, dans notre univers. Et Médusa, que vous assimilez uniquement à la malédiction,
Si vous lisez bien la littérature autour de cette figure, vous verrez qu'elle traduit, elle est le symbole de la protection également. Pourquoi? Parce que de son étymologie, je vous invite à aller regarder l'étymologie du mot médusa. Donc, elle peut être associée, cette figure, à l'idée de malédiction, mais aussi à l'idée de protection de par son mot, de par l'étymologie de son mot. Donc, on voit ici qu'une seule figure peut traduire deux choses à la fois. Maintenant que cela est dit, maintenant que j'ai posé le contexte, nous allons aller voir, essayer de comprendre la symbolique du serpent. Que représente le serpent dans la tradition africaine endogène? Qu'est-ce que l'Afrique dit sur la figure du serpent? Et donc, le serpent est d'abord un symbole de royauté. Je sais bien que l'Égypte antique est diabolisée dans la Bible, mais faites un effort d'écouter. Faites un effort d'ouvrir l'esprit et d'essayer de comprendre ce que c'est vraiment. Et donc, le serpent est un symbole de royauté, de pouvoir et de connexion du divin. Donc, vous pouvez voir la graphie qui va représenter, par exemple, cette royauté-là. Donc, vous voyez que même sur l'image, le pharaon qui porte le némès sur sa tête, il a la figure du serpent, donc le cobra, et il a la figure du vautour. Le cobra c'était la protection, symbolisait la protection de la Basse-Égypte. Et le vautour que vous pouvez voir, donc le nébet, était le symbole de la Haute-Égypte. Il faut voir la Haute-Égypte comme étant le bassin, donc la région des Grands Lacs jusqu'en Nubie. Et du côté de l'Égypte, donc au nord, c'est plus la Basse-Égypte. Et donc, du coup, le cobra ou le vautour vont être un petit peu aujourd'hui comme on verrait les armoiries. Voilà. Le sceau de la République du Congo RDC, par exemple, c'est quoi? Ben, c'est une figure de léopard. Et ben, ça représente ça, en fait. Donc, pour l'Égypte, c'était le cobra. Pour la Basse-Égypte, c'était le cobra. Et pour la Haute-Égypte, c'était le vautour. Et donc, ça symbolisait, c'était comme le sceau qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis gabonaise, par exemple, et au Gabon, le sceau du Gabon, ce sont deux panthères, en fait, qui sont dessinées sur les armoiries du Gabon. Et donc, c'est ça, en fait. C'est ça que c'est assimilé. Et le cobra se disait Wadjet, et c'était la déesse protectrice de la Basse-Égypte. C'est pourquoi le pharaon a ce symbole-là sur sa couronne. Et donc, dans les traditions spirituelles de l'Afrique antique, le serpent, notamment le cobra sacré, symbolise la protection divine et l'autorité royale. Le roi, en tant que souverain, donc il est le Nessu Biti de Neptawit, donc ça veut dire le souverain maître des deux terres, donc la Haute et la Basse-Égypte. Il arbore donc sur toutes ses couronnes les attributs des deux déesses protectrices. Donc Nekebet, le vautour, et Wadjet, le cobra de la Basse-Égypte. Et cela affirme le pouvoir plein du pharaon sur son territoire. Et donc, ce serpent sacré incarne la protection divine et l'autorité royale, comme je viens de le dire. Le roi portait les deux déesses protectrices sur toutes ses couronnes, le Kepresh, qui est une couronne du pharaon, le Némès, que vous pouvez voir à l'écran, ou la double couronne, qui est composée du Hedjet et du Deshret. Donc, ça forme le Pshant, au fait. Le Pshant, c'est la double couronne, la couronne blanche et la couronne rouge. Si vous êtes familier de l'Égypte antique, vous la connaissez. Et donc, il a à chaque fois, le pharaon, les deux déesses sur sa couronne. Ce sont les deux déesses protectrices des deux terres, tout simplement. Allons voir une autre symbolique du serpent dans la pensée africaine. Donc, le serpent va représenter la déesse Aseta, ou Isis de son nom grécisé. Elle va représenter la puissance féminine sacrée. Donc, vous voyez ici les différentes graphiques que vous pourrez retrouver. Il y a les sources, hein, bien sûr, que vous pouvez retrouver dans les dictionnaires, donc aux pages. J'ai mis les pages. Et donc, du coup, vous avez la première graphie, au fait, qui est translittérée Renénet, qui est traduite par Renénet, donc déesse nourrice des enfants, déesse du destin. À travers le déterminatif ici, on peut voir que le serpent incarne un symbole nourricier, au fait. Donc, il a un statut de nourrice, de serpent. Cette graphie a son nomographe qui est translittéré René Noutet, donc déesse cobra, protectrice des greniers qui patronne les mois des saisons.
Et donc, dans l'Égypte antique, le serpent était un symbole central de la fertilité et de la maternité, notamment à travers la déesse Acéta, donc Isis, comme je viens de vous le dire. Le serpent sacré représentait la fécondité, le renouveau et l'abondance des récoltes, incarnés dans la déesse Renénutet. Cette divinité cobra protégeait les greniers et assurait l'équilibre harmonieux entre l'homme, la nature et le divin. On est bien loin de la figure du mal absolu incarné dans la Bible par le serpent. Donc, ce serpent bienfaisant, au rôle nourricier, est aussi une aide précieuse pour les défunts. Il est Neheb Kao, celui qui approvisionne les cas, donc l'énergie vitale. Donc, on voit les bienfaits de la figure du serpent. Il protège le pharaon dans l'au-delà et accompagne le soleil Ra dans son voyage nocturne. Nous allons passer maintenant aux figures mythiques associées au serpent dans l'Afrique d'aujourd'hui. Donc là, nous sommes passés de l'Antiquité, on va arriver aujourd'hui dans les spiritualités africaines qui se pratiquent encore aujourd'hui. Et donc, il faut savoir que dans plusieurs cultures africaines, le serpent apparaît sous des formes mythiques importantes. On a par exemple dans le vaudou haïtien Dembala, Ezili, et donc qui va incarner l'idée de la gémelléité, de l'harmonie androgyne universelle. Il est l'esprit primordial, le principe du bien. C'est le serpent arc-en-ciel, il vit dans les sources et les rivières et il est lié aux eaux. En Égypte antique aussi, le serpent était lié au Nil. Donc, ce serpent, dans le vaudou, la spiritualité vaudou haïtienne, je précise, le serpent est lié aux eaux et à la création. Son mouvement ondulatoire reflète la connexion entre les dimensions spirituelles et matérielles. Nous allons aller du coup du côté du Bénin avec l'Aïdo Wedo. Donc, dans le mythe fond du Bénin, Aido Wedo est un serpent cosmique qui soutient la création et transporte le monde sur son dos incarnant l'équilibre de l'univers. Si vous voyez la forme de ce serpent qui se mord la queue, donc l'image que vous voyez de l'Aido Wido, tout de suite, pour les initiés ou pour les personnes qui connaissent un petit peu l'Égypte antique, vous pensez à l'Anouchen, au cartouche, le cartouche dans lequel le nom du pharaon est inscrit. C'est vraiment l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Et donc, on va arriver à ce cartouche. Et donc, le nom du pharaon est inscrit à l'intérieur du cartouche. Pourquoi? Parce qu'on a vu le symbole du serpent comme étant protecteur. Ça veut dire ici qu'il protège le pharaon, en fait. Et donc, c'est la noshène ou l'Ouroboros qui symbolise ce qui encercle l'univers. Représenté par un serpent qui se mord la queue, le cartouche protège, régénère. On a vu tout à l'heure qu'il est associé à la notion du cycle. Il symbolise le renouvellement et la notion de cycle. Donc voilà pour ce qui est du cartouche, toujours dans la symbolique du serpent. C'est tellement vaste, de toute façon, on n'aura jamais le temps de parler de, de tous les attributs du serpent. Et donc, on a Renounet, donc nous avons vu la graphie plus haut, la déesse Cobra, qui est une divinité des moissons. Elle protège les récoltes qui permettent de se nourrir. Cette divinité se marie à l'aspect nourricier et matériel de la déesse Isis, dont le culte se rattache également à la crue du Nil, à la fertilité, à l'agriculture et aux moissons. Vous faites le lien tout de suite avec Dembala, par exemple, dans le vaudou haïtien, où le serpent est lié, donc ce serpent arc-en-ciel est lié aux eaux et à la création. Et donc, honoré avec ferveur dans l'ancienne Égypte, donc il faut savoir qu'avant, on vénérait c'était une divinité protectrice, positive, de la déesse Cobra. Et donc, cette déesse agraire favorise l'abondance et était considérée comme une force protectrice, Madame la prophétesse. Donc, voilà un petit peu. On va continuer. N'ayez pas peur de l'image. Ce n'est qu'une image et ça symbolise c'est le serpent qui est là. Si vous avez tant peur, il faut dompter cette peur-là. Parce qu'après, une fois que vous avez dompté cette peur-là, vous voyez la magie qui se déploie derrière. Et donc maintenant, nous avons la figure du serpent comme python arc-en-ciel en négroculture. Nous allons voir le python arc-en-ciel chez les Yombé de Bakongo. Et donc, il faut savoir que chez les Yombé, le python arc-en-ciel appelé Mbumba, dans ma langue aussi c'est Mbumba, il préside au rite de la fertilité féminine. Vous voyez ici le lien avec la déesse Acéta et
aux initiations masculines guerrières. Donc, la fertilité ici est incarnée par la figure du serpent. Donc, avant, ou encore aujourd'hui, on va faire des rites pour appeler à la fertilité. Ça veut dire ici que si, par exemple, une femme a des problèmes de fertilité, il y a des rituels qui sont codifiés pour qu'elle puisse, comment dire ça, pour qu'elle puisse pouvoir enfanter autour de la figure du serpent. Et donc, pour les hommes, par exemple, je sais qu'au Royaume Congo, là, il y avait une académie qui s'appelait le Kikimba. Et le Kikimba, c'était en fait une école d'art martial, en fait. Et le symbole, c'était le mboma. C'était le mboma, le symbole de cette académie-là. C'était une grande académie au Royaume Congo. Et donc, du coup, Mbumba est lié au cycle naturel, le lien avec l'Égypte antique encore une fois, symbolisant la saison sèche en opposition à la foudre qu'on appelle Dandi, maître de la saison des pluies. Un mythe raconte que Mbumba, réfugié dans un trou d'eau asséché, mord une femme avant de retourner au ciel plaider la cause d'un esclave face à Dandi. Leur alliance finit tragiquement par la mise à mort de Mpumba, mais grâce à l'intervention de Pulu Mbondi, Mpumba renaît continuellement. On revient encore une fois à la notion du cycle, illustrant le cycle des saisons. Dans les rituels initiatiques Kimba, Mpumba est représenté par une statue symbolisant l'union du ciel et de la terre. Il incarne la dualité et l'équilibre cosmique. Mbumba joue aussi un rôle dans le rite de régénération face aux catastrophes. Son ambivalence reflète sa dualité mâle, donc où il s'allie à la foudre, et femelle, où il empêche la pluie. Regardez le lien avec Dembala dans l'androgénéité. Et donc, nous allons passer à Python arc-en-ciel chez les Zoulous. Donc, il faut savoir que la figure androgyne du Python arc-en-ciel, encore androgyne, du Python arc-en-ciel s'exprime chez les Zoulous en une facette féminine céleste et une facette masculine terrestre. Donc, la facette féminine est exprimée par l'arc-en-ciel et la facette masculine est traduite par le Python. Et donc, l'une et l'autre gouvernent la pluie et garantissent la fécondité. Encore une fois, on est chez les Zoulous, on parle encore de fécondité. Tout à l'heure, on parlait de fertilité. Et donc, chez les Zoulous, le python est vu comme bienfaisant. Les jeunes filles Zoulous rendent un culte à la princesse arc-en-ciel. Et donc, c'est dire que le serpent n'est pas que l'image absolue qu'on veut nous faire croire. Attention. Dans le paradigme africain, il n'y a pas de mal absolu, ça n'existe pas. Et donc, que peut-on dire en synthèse de cette première partie? Dans la pensée africaine, le serpent transcende sa nature animale pour devenir un puissant symbole cosmique. Il représente la continuité de la vie, la régénération, des cycles, ainsi que la royauté, le matriarcat, la fertilité et le lien entre les mondes visibles et invisibles. Le cosmos y est perçu comme une résonance énergétique où tout est vibration et mouvement, à l'image des ondulations du serpent qui reflètent le cycle naturel et l'énergie vitale. Ambivalent, le serpent incarne le dualisme des forces opposées mais complémentaires, illustrant un univers en perpétuelle transformation et interconnexion. Voilà pour la symbolique du serpent dans la pensée endogène africaine, Madame la prophétesse. Je vous propose maintenant de passer au deuxième point, donc, qui va parler des origines de notre aliénation. Pourquoi on en vient à détester notre S? Pourquoi on en vient à rejeter la figure du serpent sans comprendre à quoi il renvoie? Et donc, il faut savoir, au premier point, que l'aliénation culturelle trouve ses origines dans l'esclavage et la colonisation. C'est à ce moment-là qu'on nous a effacé nos mémoires. Donc, toute la symbolique qu'on avait, toute la connaissance qu'on avait autour de différents attributs ou aux différentes énergies contenues dans la figure du serpent, mais on les a oubliés. On les a oubliés et on a pris ce qu'on nous a présenté.
L'historiographie coloniale a profondément détruit notre fierté culturelle en imposant une vision eurocentrée de la civilisation et de l'histoire. Elle a surfé sur l'érosion des savoirs endogènes due à la destruction de nos sociétés pour établir une hiérarchie des cultures où l'Europe représentait la norme de la civilisation et où l'Afrique était vue comme un territoire arriéré sans progrès ni développement, une vision qui a été imposée à travers l'éducation. On parle ici de l'historiographie coloniale. Il fallait regarder ma capsule numéro 32, je pense, sur l'historiographie coloniale, sur l'importance de l'histoire, de savoir ce qui s'est vraiment passé, comment est-ce qu'on nous a formatés. Et donc, cette distorsion provoquée par l'historiographie coloniale, a sapé les fondements mêmes des valeurs africaines en remplaçant les systèmes de croyances et de gouvernance traditionnels par des modèles européens. Nous avons fini par accepter cette image dévalorisante de nous-mêmes en abandonnant nos propres traditions pour adopter les religions, les langues et les pratiques des colonisateurs. Deuxièmement, nous avons le symbolisme du serpent mal interprété. Donc, tout le déroulé, donc toutes les explications que je viens de vous donner, on ne les trouve pas dans la Bible. Ça. Non, on ne les trouve pas dans ce livre. Eh bien, dans la Bible, le serpent est vu comme l'incarnation du mal absolu. Tout à l'heure, je vous ai dit, en opposition, dans la pensée africaine, il n'y a pas de mal absolu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal absolu. Le serpent est vu comme l'incarnation du mal absolu et celui qui introduit le péché à travers la femme. Il n'y a pas besoin de faire des gros efforts pour comprendre pourquoi la figure du serpent qui représentait la fertilité, le matriarcat, la fécondité, figure féminine, féminin sacré, a été diabolisée par encore une fois la femme. Et je vous invite à aller faire des recherches sur le matriarcat en pays africain. Parce que là, ce sont deux symboles forts de la culture négro-africaine qui ont été diabolisés de fait. Donc, on fait passer le serpent qui était vu comme sacré, comme bienfaisant, donc comme le mal absolu, et à travers la figure de la femme, parce qu'il faut introduire le patriarcat. Je n'en dis pas plus. Et donc, cette vision négative du serpent influence la façon dont certains éléments de la culture africaine sont perçus et rejetés. Par exemple, l'assimilation des tresses au serpent, symbole du mal dans la Bible, assimilation que vous faites, prophétesse, illustre cette interprétation biaisée. Pourtant, dans de nombreuses cultures africaines, le serpent est plutôt vu comme un animal sacré, lié au cycle naturel et à la fertilité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il incarne, comme dit plus haut, le dualisme, le renouveau, l'équilibre cosmique. Et donc, cette méconnaissance, cette mécompréhension de la symbolique du serpent dans le paradigme africain contribue à l'aliénation culturelle et spirituelle de nombreuses femmes noires, en remettant en question nos traditions ancestrales comme les tresses, comme ce que vous faites, ce que vous voyez à l'écran. Et donc, par quoi se traduit cet impact psychologique-là? Eh bien, par le syndrome du colonisé, qui est un sentiment d'infériorité vis-à-vis des cultures dominantes. Donc, comment on le fait aujourd'hui, au fait? Comment ça se traduit? Mais par le complexe d'infériorité. Ça veut dire qu'on intériorise les stéréotypes négatifs sur sa propre culture. Donc, la culture dominante dit, ça, c'est pas bon pour toi, c'est un élément de ta culture, et tu l'intériorises. Et après, tu rejettes cet élément de ta culture parce que la culture dominante a dit. Cet impact psychologique s'est traduit également par la dissonance cognitive. Ça veut dire ici qu'il y a tension entre une identité culturelle d'origine et des valeurs imposées. Donc, l'identité culturelle d'origine ici, ce sont des traits culturels, identitaires, et des valeurs imposées ici, c'est l'assimilation au serpent qui est négatif, parce que la Bible a dit dissonance cognitive entre ce qui est réellement et ce qui est imposé. Et donc, ça se traduit aussi par le syndrome de la validation blanche, le SVB. Donc, on valorise des idées,
produits et pratiques validés et promus par des personnes blanches. Et donc ici, la Bible a dit, on le fait. La Bible est sémitique, elle est indo-européenne, elle n'est pas africaine. Si vous me dites le contraire, allons-y débattre. Et donc, il faut savoir, prophétesse, que ce que vous demandez à vos fidèles, donc de se couvrir de façon systématique leurs cheveux ou leur tête, vient de quelque part, a une origine. Donc, le fait de systématiquement se couvrir les cheveux. Eh bien, il faut savoir que c'est une loi, donc qu'on appelle la loi Tignon, qui a été promulguée en 1785 en Louisiane, en plein esclavage. Nous sommes en plein esclavage. Et donc, il faut savoir que les femmes blanches des maîtres esclavagistes en avaient marre de voir leur mari aller vers des femmes noires. Et donc, elles ont demandé à leur mari d'obliger les femmes noires à couvrir leurs cheveux. Et donc, ça a été une loi d'oppression qui a été promulguée en 1785 en Louisiane, donc qui disait que la femme noire doit se couvrir ses cheveux parce que, disait-elle, ils étaient laids à leur vue. Leurs cheveux, donc les cheveux noirs, le cheveu afro, étaient laids à la vue de la femme blanche. Et donc, il fallait les couvrir. Alors qu'en réalité, c'était parce que leur mari allait vers les femmes noires. Et donc, du coup, il y a eu cette loi-là qui a obligé la femme noire à se couvrir les cheveux, comme vous pouvez voir à l'image, une image d'illustration de cette période-là, en fait. Et donc, les femmes noires étaient forcées de porter des foulards, forcées, une loi oppressive. Et donc, cette loi-là avait pour objectif une invisibilisation. Et donc, on réduisait l'influence de la femme noire parce qu'elle ne pouvait plus porter son cheveu comme elle le voulait. Et cela emmène à quoi? À la déshumanisation systématique. Donc, une atteinte à la dignité et à l'identité. Et donc, c'est de ça que vient cette loi-là, en fait. Et donc, quand vous voyez cette image-là à l'écran, eh bien, que vous nous donnez cette image-là comme étant la beauté naturelle, j'ai envie de dire, comme vous l'avez dit, jugez par vous-même. J'ai envie de dire, jugez par vous-même. Et donc là, c'est le syndrome de la validation blanche. C'est le complexe d'infériorité qui agit là. Donc on demande, parce que c'est dit dans la Bible, et on a intériorisé notre infériorité, on a rejeté nos systèmes de valeurs, on a rejeté notre identité, et on prend ce que l'oppresseur, ce que la culture dominante dit. Et on prend ça comme étant un code esthétique de beauté. Voilà où on en est. Et donc, il faut savoir que cette loi oppressive là, a un impact sur l'identité de la femme noire. Et donc, le rejet de soi dont je viens de parler, donc le refus des coiffures traditionnelles manifeste une forme d'autophobie et renforce l'idée que les éléments culturels africains sont inférieurs et indignes. La captivité spirituelle. Pourquoi? Parce que les interdictions comme l'abandon des tresses créent un fossé entre les femmes et leur héritage spirituel, entraînant une perte d'identité et un sentiment d'insécurité. Un alignement involontaire, ça veut dire qu'on fait les choses en pensant qu'on pense par nous-mêmes, mais non. C'est l'oppresseur qui a dit. Et comme on a intériorisé ça, on pense que c'est nous qui pensons. En rejetant les traditions africaines, ces femmes adhèrent involontairement aux normes imposées par le colonisateur. Et cela perpétue l'effacement culturel des gens en cours. Et donc, si on fait un schéma rapide de tout ça, nous avons le symbolisme chrétien, donc, qui est dit dans la Bible, donc le serpent qui est associé au mal dans la Genèse. Nous avons la projection sur les pratiques africaines. Donc, vous, prophétesse, vous avez la tête dans la Bible. Vous faites une projection sur les pratiques africaines et donc, vous prenez les tresses qui ont des formes spiralées, qui ont des formes sinueuses, vous les assimilez au serpent. Et qu'est-ce que vous faites? Vous dévalorisez ça parce que pour vous, c'est des serpents qu'on met sur la tête. Vous diabolisez votre propre identité. Donc ça, on appelle ça comment?
autophobie, autosabotage. Quelles sont les conséquences? Ben, le rejet des traditions africaines. Et donc, ça, c'est un alignement involontaire à la norme blanche, le syndrome de la validation blanche. C'est une maladie. Et donc, on voit bien ici comment un symbole vénéré a été diabolisé dans la tradition biblique. Dans le récit du Jardin d'Éden, le serpent est présenté comme l'incarnation du mal et de la tromperie. Cette représentation négative marque une rupture avec les traditions africaines et reflète une volonté de délégitimer les symboles puissants de l'Antiquité africaine et même de l'Afrique d'aujourd'hui. En diabolisant le serpent, les auteurs de ces récits religieux ont contribué à dévaloriser les éléments clés de notre spiritualité et de notre culture africaine, participant ainsi à une entreprise d'aliénation spirituelle et culturelle. Et donc, après tout ça, c'est quoi les tresses? Pourquoi faisons-nous les tresses? Qu'est-ce qu'elles représentent, ces tresses-là? C'est quoi? Pourquoi nous faisons les tresses? Et donc, ça nous fait arriver à notre quatrième axe de notre présentation, donc, qui est titré Les tresses africaines, une expression scientifique à travers la fractale. Donc, les tresses africaines sont une expression scientifique à travers la figure géométrique fractale. Il faut savoir que les fractales, dont l'origine remonte au berceau de l'humanité, en Afrique, sont des motifs géométriques complexes qui se répètent à différentes échelles. Inspirées par la nature, elles imprègnent de nombreux aspects de la culture africaine, donc notamment l'art, l'architecture, la musique, les textiles et les coiffures africaines. Il y a un scientifique américain mathématicien qui en a parlé et qui en a conclu. Il y a même Jacques Attali qui a une petite vidéo qui confirme cela. Et donc, je vais mieux redéfinir. Une fractale est une figure mathématique dont la structure reste invariante, quel que soit le niveau de zoom. C'est qu'on a beau zoomer une image, la structure ne bouge pas, reste la même en fait. Et donc, ce principe se retrouve dans les coiffures africaines, où des motifs géométriques tels que les cercles, les carrés, les rectangles, les losanges, les polygones sont soigneusement sculptés. Les tresses révèlent un savoir inné en géométrie transmis de génération en génération, sans instruments tels que l'équerre. Les ancêtres africains réalisaient des coiffures complexes avec des angles variés, donc aigus, obtus, plats, des symétries et des formes qui rappellent les étoiles, les hélices, les pyramides ou encore des figures à multiples côtés. C'est tout un art. En deuxième point, nous avons la science au service de l'art capillaire, la gestion scientifique de l'espace capillaire. Ici, les coiffures ne sont pas des simples ornements. Elles incarnent une gestion méthodique et scientifique de l'espace capillaire. Ça veut dire qu'il faut réfléchir pour faire la trace au milieu, que ce soit bien divisé en deux côtés, donc une symétrie qui est là, donc d'un côté et d'un autre côté, et on fait des figures, des parallèles, des perpendiculaires, enfin des figures géométriques et mathématiques. Et donc, du coup, chaque courbe, ligne, point et surface participe à une esthétique précise et à des significations culturelles profondes. Autrefois, les coiffures symbolisaient des états ou des événements de vie tels que le célibat, les fiançailles, le mariage ou les circonstances heureuses ou malheureuses. Elles reflétaient également la dynamique sociale comme les défis ou les concurrences conjugales. Et donc, les tresses étaient une vraie carte d'identité. La coiffure sur une femme disait qui elle était. Donc, on pouvait savoir que c'est une femme âgée, c'est une maman, c'est une femme mariée, on pouvait avoir le statut social et ainsi de suite. C'était une vraie carte d'identité. Et donc, comme troisième point de ce quatrième axe, nous avons la fractale dans la tradition africaine. Donc, l'Afrique à la découverte des fractales. Si les fractales ont été formalisées dans la culture occidentale par Benoît Mandelbrot, donc je vous parle du mathématicien américain qui a fait énormément de recherches là-dessus, dans les années 1970, donc eux, ils découvrent ça dans les années 1970. Ces fractales étaient déjà intégrés depuis des siècles dans les traditions africaines. Les motifs en spirale et en zigzag des tresses africaines rappellent les fractales naturelles
comme les tourbillons de l'eau ou les formes des plantes. Les textiles africains tels que les tissus quintais et bogolans reposent également sur des structures fractales, soulignant encore l'omniprésence de cette géométrie dans les cultures africaines. Il faut aller voir les structures de nos maisons. Et donc, Benoît Mandelbrot, là, a filmé nos cases, en fait, comment est-ce qu'on construisait. Eh bien, il y avait la fractale au niveau de notre architecture. Et donc, nos tresses sont un symbole d'identité. Nos tresses sont une expression scientifique. Donc, les tresses montrent une maîtrise des mathématiques fractales, un savoir inné en géométrie sur les coiffures africaines. Nos tresses sont une expression artistique. Ces coiffures servent de moyen d'expression artistique, incorporant des motifs qui racontent des histoires et honorent nos ancêtres. Et nos tresses sont un héritage transmis de génération en génération. Ces pratiques, comme je le disais, sont transmises. Ils incarnent la créativité et la résilience des peuples africains. Voilà pour les tresses, Madame la prophétesse. Ainsi donc, prophétesse, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous êtes ma sœur, vraiment, avec tout le respect que j'ai pour vous, nos tresses ne sont pas diaboliques. Non, nos tresses ne sont pas diaboliques. L'art des tresses africaines est bien plus qu'une tradition esthétique. Il illustre une science ancestrale et une maîtrise instinctive des mathématiques fractales. Cet héritage culturel témoigne d'un lien profond entre l'art, la science et la nature, offrant ainsi un regard nouveau sur la richesse et la complexité des savoirs africains. Et oui, nos coiffures traditionnelles montrent la richesse et la diversité de notre patrimoine culturel africain. Chacune, chaque coiffure raconte une histoire, exprime une identité et incarne la créativité et la maîtrise de notre savoir en termes de mathématiques fractales. Nous sommes des scientifiques. Nous avons fait ce monde. Nous avons fait la civilisation à travers la découverte de la science. Et notre spiritualité, c'est la science. Ainsi donc, que devrons-nous faire face à cette érosion de savoir, face à cette incompréhension, à cette méconnaissance? Eh bien, nous devons organiser des sessions éducatives pour explorer l'histoire, la signification et les techniques des coiffures traditionnelles africaines à travers des ateliers de sensibilisation. Nous devons revaloriser le cheveu afro. Il y a déjà énormément des sœurs qui sont lancées dans le domaine. Elles créent de ces choses, mais enfin, hallucinantes, hallucinantes. Quand elles mettent leur savoir-faire en marche, quand elles assument leur identité, c'est la mathématique fractale qui est en œuvre. Et donc, nous devons créer des espaces de dialogue et des campagnes médiatiques qui célèbrent la beauté des cheveux naturels et des coiffures traditionnelles. Nous devons intégrer l'étude des pratiques capillaires africaines dans les curriculums scolaires pour reconnecter la jeune fille avec son héritage. C'est ça que vous devez promouvoir, prophétesse. Encore faut-il le savoir. Ainsi donc, que peut-on dire en guise de conclusion, prophétesse? Que peut-on dire? Il est essentiel de revisiter avec profondeur et respect la symbolique du serpent dans la pensée africaine. Dans nos traditions endogènes, le serpent dépasse son statut d'animal pour incarner un puissant symbole cosmique. Il représente la continuité de la vie, la régénération, les cycles naturels, la fertilité, la royauté et le matriarcat, tout en établissant un lien sacré entre les mondes visibles et invisibles. Nous l'avons vu le long de cette présentation. Au cœur de cette vision, l'univers est perçu comme une vaste symphonie énergétique où tout est vibration, tout est ondulation et fréquence. Les mouvements sinueux du serpent ne sont pas des figures diaboliques, mais une métaphore du flux vital qui traverse et anime toute chose. Cette ambivalence, loin d'être négative, reflète l'équilibre des forces opposées mais complémentaires qui structurent l'existence. Si vous connaissiez vos traditions, vous saurez qu'il est question ici de la spirale de la création inscrite dans la structure de votre cheveu afro. Sachez que chaque brin de vos cheveux pousse de manière spiralée. C'est le gage même de la signature divine.
Ce n'est pas pour rien que l'entreprise coloniale a systématiquement diabolisé ce qui était vu comme divin afin de vous conduire à cette autophobie que vous exprimez en vous détournant de vos coiffures traditionnelles et en acceptant de façon systématique de couvrir vos cheveux répondant à la loi Tignon de 1785 en Louisiane. Chères sœurs, la loi Tignon de 1785, bien qu'instaurée pour nous opprimer et effacer notre identité culturelle, a été magnifiée par votre génie créatif. Vous avez transformé cette contrainte en un symbole d'élégance à travers le marie-tête, noué de mille façons et enrichi de couleurs vibrantes. Portez-le fièrement comme un hommage à notre force. Portez-le à votre convenance et souvenez-vous que votre identité va bien au-delà de ce foulard ou de ce marie-tête. Nos coiffures traditionnelles, nos tresses, sont des expressions artistiques et spirituelles de notre génie créatif, de notre maîtrise des mathématiques fractales, de notre royauté et de notre identité culturelle. Elles racontent l'histoire de nos ancêtres. Elles célèbrent la beauté de notre héritage. Elles incarnent le féminin sacré par excellence. Elles nous rappellent que nous sommes des reines. Nos cheveux en afro sont des couronnes solaires porteuses de lumière. Nous portons en nous la lumière du féminin sacré. Et c'est dans cette lumière que réside notre véritable pouvoir. Se réconcilier avec nos racines, c'est aussi s'émanciper des discours coloniaux qui ont mystifié et diabolisé nos symboles et nos pratiques pendant des siècles. Libérons nos cheveux et magnifions nos tresses comme des étendards de notre histoire et de notre liberté. Prophétesse, il est temps de révisiter nos symboles dans leur contexte originel afin de réhabiliter leur véritable signification, de restaurer la place du serpent dans nos cosmogonies africaines et de valoriser nos pratiques capillaires ancestrales. En renouant avec nos racines, nous affirmons notre dignité, notre force et notre identité. Et pour finir cette présentation prophétesse, comme je vis en Océanie, je vais vous citer un proverbe aborigène des peuples aborigènes d'Australie qui dit: toute race qui emprunte à la tradition d'une autre race est vouée à l'extinction. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous mets juste après la bibliographie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, car moi, j'apprends également de vous. Je vous dis ensemble, prenons notre héritage. À bientôt, c'est le chemin de Kama. Je suis belle, je suis forte, avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Je suis beau, je suis fort, avec mes cheveux en afro, je m'adore. Je suis unique, je suis moi. Afro Beauty, ça c'est ma loi. Pour résoudre cette acculturation notoire, je vous propose une petite ordonnance pour l'émancipation culturelle. C'est Dr Kamit, bien sûr. Et donc, il s'agira en traitement préventif de opérer une déconstruction des stéréotypes. Donc, ça veut dire qu'il faudra filtrer les messages qui diabolisent votre culture et examiner-les avec un esprit critique. Donc, il s'agira de vous réapproprier les symboles culturels, donc aller à la découverte et réinterpréter les symboles et pratiques culturelles africaines. Cette réappropriation va vous permettre de forger une identité ancrée dans vos traditions endogènes. Je vous propose également la lecture du livre Kumaba 4 pour comprendre la symbolique du serpent et le livre Mémoire cellulaire et éveil des peuples de Génie d'Ossa. Je vous propose des exercices de reconquête identitaire, donc de participer à des ateliers sur les traditions africaines et apprenez à porter fièrement vos coiffures africaines. Je vous prescris également une reconnaissance quotidienne, donc de méditer chaque jour sur les valeurs de vos traditions endogènes comme source d'élévation personnelle. Et un petit dernier, donc petit boost spirituel, donc d'intégrer des pratiques spirituelles et culturelles africaines dans vos vies, dans votre vie quotidienne. Avec tout ça, normalement, vous devez arriver à avoir une bonne conscience culturelle endogène africaine. À bientôt.